Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, toute première vidéo de l'année 2025, donc bienvenue à toutes et à tous. D'abord, je souhaite d'abord et avant tout la bienvenue à tous les abonnés j'allais dire tous les milliers d'abonnés, mais il faut pas exagérer, tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints au cours de la dernière année, donc ça fait pas mal de monde qui a rejoint la chaîne YouTube récemment, bienvenue à toutes et à tous. D'ailleurs, bienvenue également à tous les autres abonnés qui étaient déjà présents au départ, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Dans la vidéo du jour, on va aborder quelque chose d'assez simple. C'est une vidéo d'actualité. Donc, deux parties dans cette vidéo. La première, c'est qu'on va faire un point de marché, tout simplement, parce que je pense que la situation actuelle de guerre commerciale ne vous aura pas échappé. Et puis, évidemment, dans ce contexte de grande instabilité, de forte volatilité, bref, on va tirer des conclusions sur ce qui pourrait être judicieux de faire dans la situation actuelle sur les marchés. Donc, sans transition, je vais commencer très brièvement la vidéo. Donc ça vous aura pas échappé, je pense. La situation actuelle, c'est qu'on a une guerre commerciale euh, initiée par les États-Unis et à l'encontre de beaucoup d'autres pays, l'Inde, la Chine évidemment, le Mexique, le Canada, également les pays de l'Union européenne et bien d'autres. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc ça touche à la politique et à la géopolitique, mais surtout et avant tout à l'économie. Et peut-être que je vous apprends ça, mais en tout cas, les guerres commerciales et les droits de douane, ça n'a jamais été très bon pour l'économie. Tout ce qui va à l'encontre du libre-échange a toujours été néfaste pour l'économie, également pour les producteurs, les consommateurs, in fine bien sûr pour les entreprises, et donc pour les marchés également, par transitivité. Donc la situation économique actuelle, c'est le contexte, du moins c'est le contexte de guerre commerciale. Donc dans ce contexte-là, on a une très forte volatilité. D'ailleurs, on le voit à l'écran, même sur la séance du jour, il y a des gros soubresauts. Bref, sur le standard Zen pour 500, la boussole des marchés actions. Bon, ça, c'est une petite parenthèse rapide. Donc, la situation actuelle de guerre commerciale qu'on connaît désormais en 2025, elle est déjà connue, puisqu'elle était déjà très semblable en 2018. Donc, brièvement, on va regarder rapidement ce qui s'était passé en 2018 pour comprendre ce qui se passe en 2025. Évidemment, après ça, à la fin de la vidéo, on va tirer des conclusions sur ce qui serait judicieux de faire en tant qu'investisseur. Restez bien jusqu'à la fin, ça va être assez rapide. Et je ne vais pas vous apprendre d'éléments révolutionnaires, mais je pense que c'est bien de garder en tête certains bons principes. Donc, d'abord, brièvement, il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées récemment. Est-ce que la guerre commerciale, c'est du bluff ou pas? Alors, beaucoup ont pensé que c'était du bluff, mais ça l'est pas tant que ça. Donc, c'est une question qui est très difficile à trancher parce que c'est très 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 difficile de prévoir ce que le locataire de la Maison Blanche va faire. Donc, du coup, cette question, elle peut être éludée. En revanche, un élément qui est important de comprendre à ce stade, on est dans un contexte de guerre commerciale, donc on va voir dans quelques instants ce qui s'était passé en 2018, parce que c'est très très instructif pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour tirer des conclusions. Le contexte actuel, donc comment ça se passe très concrètement, la guerre commerciale qui est actuellement initiée par les États-Unis à l'encontre de beaucoup d'autres pays, donc pas que la Chine, contrairement à 2018. Comment ça se passe? C'est une politique protectionniste qui vise tout simplement à taxer toutes les importations faites donc aux États-Unis. Donc tous les fournisseurs à l'étranger qui exportent aux États-Unis doivent s'acquitter d'un droit de douane. C'est tout simplement une taxe c'est comme un impôt de production assez prohibitif d'ailleurs. C'est un impôt de production finalement, c'est une taxe. Et faut bien comprendre ce que c'est. Finalement, un droit de douane, c'est ni plus ni moins que ça. C'est tout simplement des taxes à l'importation. Évidemment, ça n'échappera jamais à personne, je pense, mais évidemment, le corollaire de tout ça, c'est que tous les produits importés coûtent beaucoup plus cher, sauf qu'on est dans une économie qui est mondialisée, et bien entendu, euh, quand les importateurs doivent s'acquitter de taxes, évidemment, à la consommation, pour les consommateurs, c'est plus cher. Donc ça freine la consommation, donc in fine, c'est aussi mauvais pour les entreprises, pour les marchés, etc. Donc ça, voilà comment ça fonctionne actuellement, c'est ça le contexte actuelle de guerre commerciale. Il y a plusieurs formes possibles pour une guerre commerciale. L'une d'elles, c'est tout simplement les tariffs ou les droits de douane, c'est de taxer les importations. Donc, c'est une politique très protectionniste, mais qui fonctionne pas. Tout ce qui va à l'encontre du libre-échange est en général mauvais. Donc, voilà un petit peu le contexte actuel. Donc, évidemment, qui paye, évidemment, c'est les consommateurs à la fin, bien entendu. Parce que pour les entreprises, c'est comme un impôt de production. Et il faut bien répercuter les coûts. Donc, l'impact des droits de douane, bien sûr, il n'est pas que sur les sociétés aux États-Unis. Je précise rapidement. Après, on va voir bien sûr ce qui s'était passé en 2018 dans quelques instants. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, l'impact des droits de douane, donc c'est vraiment un problème économique
ça ne touche pas que les entreprises aux États-Unis, ça va toucher également toutes les entreprises partout au monde qui vont avoir des filières et des chaînes d'approvisionnement qui seront perturbées, et puis bien entendu des coûts qui seront plus importants, ne serait-ce que pour toutes les sociétés qui exportent aux États-Unis, c'est quand même un grand marché. Donc l'économie, elle va être un petit peu ralentie, bien entendu, partout au monde, et pas que aux États-Unis. Euh, donc, sans plus attendre, on va tout simplement regarder ce qui s'était passé en 2018. Donc, rappelez-vous, en 2018, c'était le même locataire, la Maison Blanche, et il y avait déjà eu une politique très protectionniste, donc avec les droits de douane, qui avait été instaurée en 2018. Donc, qu'est-ce qui s'était passé en 2018? Je précise que c'était que entre les États-Unis et la Chine, essentiellement. Désormais, c'est entre les États-Unis et la Chine, plus beaucoup d'autres pays. Donc, en 2018, ce qui s'était passé, pour donner rapidement un petit peu de visibilité sur le degré de baisse et la durée de la baisse, en 2018, il y avait eu la même politique protectionniste aux États-Unis, donc avec des droits de douane donc à l'encontre de la Chine essentiellement. À nouveau, il faut bien comprendre que lorsque de grandes économies sont impactées, c'est aussi toute la planète qui est un petit peu impactée. Donc en 2018, les marchés avaient dans l'ensemble, alors je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais avaient dans l'ensemble perdu à peu près 15%. Donc 15%, et ça va durer à peu près 6 mois, un petit peu plus. Donc très succinctement, la guerre commerciale de 2018, elle avait duré un petit peu moins d'un an, du moins avant que les marchés remontent bien, et, euh, et puis la baisse avait été d'à peu près 15%. Donc c'est pas colossal, ça fait un sixième des capitalisations. Donc 15%, retenez si vous voulez ça pour avoir une idée à peu près simple et schématique de la situation. La guerre commerciale en 2018, donc des États-Unis à l'encontre de la Chine, essentiellement c'était 15% de perte, 15% de baisse. Donc voilà, ça c'était la baisse des marchés boursiers, la correction si vous préférez, et ça va durer à peu près 6 mois. Vous pouvez retenir entre 6 mois et un an. Donc là, ce qu'on voit actuellement, donc évidemment, ce qui se passe actuellement, c'est que les marchés ont à peu près perdu également 15%. Donc par exemple sur le Standard & Poor's 500, qui est la boussole des marchés actions aux États-Unis, donc on est passé de 13 500 points à 11 000 points en quelques jours récemment. Donc c'est une baisse d'à peu près 15%, donc du moins à vue, bien sûr, c'est pas précisément 15%, mais c'est à peu près 15%. Et la vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir quelle sera la durée de cette correction de marché et est-ce que les marchés peuvent encore baisser. Donc et après ça, bien sûr, on va parler de solutions et voilà, de décisions d'investissement à prendre face à cette situation. Donc, avant de parler de ça, évidemment, on va se poser la question très brièvement, est-ce que la baisse récente des marchés actions sur les quelques derniers jours et quelques dernières semaines, est-ce qu'elle peut encore durer ou pas? Et est-ce que la baisse peut être encore plus significative? Donc, premièrement, faut pas comprendre, enfin, il y a deux choses à garder en tête. La première, c'est de pas paniquer, tout simplement. Et la deuxième, c'est de rester patient. Pourquoi je dis ça très rapidement? 15% de perte, c'est une correction de marché, c'est pas du tout catastrophique. 15% de perte, actuellement, dans les marchés actions aux États-Unis, c'est tout simplement un retour sur des niveaux de valorisation normaux. Donc en termes de PER, donc de ratio cours sur bénéfice, et d'autres ratios boursiers d'ailleurs, c'est à peu près un retour à la normale sur la tendance de long terme. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler à ce stade. Euh, D'autant plus qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que vraisemblablement, ça n'a pas duré les 4 ans du mandat de Trump. Donc, du moins, ces droits de douane très prohibitifs, ça va rapidement se retourner, très vraisemblablement, parce qu'à partir du moment où ça pose de vrais problèmes dans l'économie réelle, et c'est vraiment ce qui va se passer, évidemment, si les droits de douane sont maintenus, le mandat de Trump va très très mal se dérouler. Et puis bien entendu, faut bien comprendre une chose, on investit à long terme sur des horizons potentiellement de la décennie. Donc évidemment, c'est beaucoup plus que 4 années d'un mandat présidentiel. Et entre-temps, bien entendu, les droits de douane seront levés parce que la plupart des économistes, si ce ne sont tous, sont complètement contre et c'est tout à fait compréhensible. Donc la première chose, ne pas paniquer, d'autant plus qu'à nouveau, c'est 15% de perte, mais c'est un retour à la normale en termes de valorisation des marchés. Et la deuxième chose, restez patient. Pourquoi? Parce que ça peut durer potentiellement des mois et des mois, jusqu'à un an, pourquoi pas. Faut bien comprendre une chose, c'est qu'en 2018, ça va déjà durer longtemps, ça va durer des mois, donc au moins 6 mois, faut bien comprendre ça. Donc 15% de perte sur 6 mois, un an. Donc là, on peut potentiellement estimer que ce sera à peu près semblable. Les deux situations sont pas en tout point similaires, mais en tout cas, il y a beaucoup de similitudes. Donc, retenez que si vous pensez manquer des opportunités aujourd'hui, rassurez-vous, potentiellement d'ici 3 semaines, voire un an,
peut-être pas un an, pardon, du moins à un mois ou 2 mois de maintenant, vous pourrez potentiellement obtenir exactement les mêmes opportunités. Tant qu'il n'y aura pas un abandon complet de ces droits de douane, bien entendu, les marchés vont pas connaître de remontada flagrante ou très significative. Même dans un contexte potentiellement où il y aura des baisses de taux d'intérêt, ce qui n'est pas du tout impossible, parce qu'encore une fois, la Fed aux États-Unis, la Banque centrale américaine, anticipe bien entendu toutes les répercussions de la politique commerciale très protectionniste et très dangereuse de, liée aux droits de douane. Et c'est également le cas pour la BCE en Europe et beaucoup d'autres banques centrales. Donc, évidemment, tant qu'il y aura ce contexte de guerre commerciale et d'incertitude, les marchés ne remonteront pas très très franchement. Ils pourront connaître des soubresauts parce qu'encore une fois, c'est très volatile actuellement. Donc c'est vraiment idéal pour les traders, mais encore une fois, il faut bien comprendre ce qui est fait. Nous, on parle d'investissement de long terme, donc je vais pas parler de trading. Euh, donc maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte actuel, qu'on a vu un petit peu ce qui se passe, ce qui s'était passé aussi en 2018, ça a été très sommaire ce que j'ai fait, mais bien entendu, retenez bien en 2018 à peu près 15% de perte, 6 mois, 1 an. Donc à nouveau, faut pas paniquer en premièrement et deuxièmement, faut pas non plus se précipiter. Il n'y a aucune raison de se précipiter dans le contexte actuel. Donc que faire dans ce cadre-là? Alors que faire? Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on parle d'investissement, il n'y a pas que les actions. Donc actuellement, ça vous aura peut-être pas échappé, du moins ça fait plusieurs semaines, je pense, mais un peu plus. Mais le cours de l'or a beaucoup augmenté, donc il y a plusieurs classes d'actifs qui tirent leur épingle du jeu actuellement, même ça fait pas mal de temps d'ailleurs. Euh, Bon, j'ai un nouvel ordinateur, donc potentiellement, j'ai pas du tout d'onglet à enregistrer, rien du tout, mais bon, euh, on va regarder rapidement le cours de l'or très brièvement parce que c'est l'une des classes d'actifs qui permettent de bien anticiper le degré d'incertitude sur les marchés actions, même sur les marchés de capitaux, si on englobe également les obligations. Donc, le cours de l'or, donc ça, qu'il y a toujours plusieurs classes d'actifs. On peut investir dans l'immobilier, dans les actions, dans l'or. Donc, ici, c'est simplement pour vous expliquer que potentiellement, si ça va pas sur les marchés actions, il y a toujours possibilité d'investir ailleurs, y compris dans l'or. À titre pédagogique, également, la deuxième composante de ce que je viens de dire, c'est aussi de vous montrer où en est l'or, parce que je pense que j'avais fait une vidéo il y a un certain temps, mais il faut savoir que l'or et les actions sont en, en général inversement corrélés en termes de rentabilité, et lorsque l'or est très haut, généralement, c'est que les actions ne sont pas au plus haut, et l'or joue vraiment un rôle de valeur refuge. Donc ici, on voit très bien que l'or a beaucoup, beaucoup augmenté au cours des dernières semaines. Donc c'est un indicateur très brièvement qui permet de mesurer tout simplement le degré d'incertitude sur les marchés actions, même les marchés de capitaux si on englobe les obligations. Donc voilà, ça c'est simplement pour préciser une chose. Au vu du contexte actuel, il n'y a pas que les actions, il y a toujours beaucoup de classes d'actifs dans lesquelles on peut investir. Et en pratique, il y a toujours une classe d'actifs qui tire son épingle du jeu. En général, c'est l'or quand le reste va mal. Mais en général, ça se passe comme ça. Je suis pas en train de recommander d'investir dans l'or, bien entendu, mais c'est simplement à titre pédagogique que j'illustre ça. Ensuite, si on fait un petit focus sur les marchés actions, donc à nouveau, il faut bien comprendre une chose, on parle d'investissement de long terme, on parle, euh, on parle de construire un portefeuille diversifié, potentiellement diversifié en tout cas, mais un portefeuille au long terme. Donc à nouveau, il faut bien comprendre une chose, 15% de perte sur les marchés actions, c'est pas dramatique du tout, c'est pas du tout dramatique. Et ensuite, il y a beaucoup de sociétés qui tirent leur épingle du jeu, il faut savoir qu'il y a des valeurs, je pense que je vous apprends rien, mais il y a des valeurs cycliques et des valeurs défensives, donc contracycliques si on veut, en bourse. Et généralement, quand les valeurs cycliques se portent mal, donc par exemple là-dedans on peut mettre les valeurs des semi-conducteurs, les bancaires, il y a beaucoup de sociétés qui sont très cycliques, donc qui dépendent des cycles économiques et de l'économie, donc la guerre commerciale évidemment c'est un gros problème pour les sociétés cycliques. Et il y a également des valeurs défensives, Coca-Cola c'est un des exemples les plus flagrants de ce qui est une valeur défensive. Il y a beaucoup de valeurs comme ça, donc Coca-Cola, des valeurs dans la grande distribution, les sociétés de grande distribution. Donc la première chose à comprendre, c'est que peu importe si on peut- même si l'approche macroéconomique nous indique que la situation actuelle est défavorable pour investir sur les marchés actions en l'occurrence, c'est pas pour autant que d'un point de vue un petit peu plus microéconomique, on peut pas trouver des solutions pour investir sur les marchés actions. Brièvement, pour illustrer ce que je viens de dire, on va comparer tout simplement Coca-Cola à Nvidia. Nvidia, l'une des sociétés les plus performantes, une vraie valeur de croissance, comme on les aime, ou pas d'ailleurs, ça dépend de qui investit, mais en tout cas, Nvidia, c'est une société qui est cyclique, qui dépend beaucoup de la géopolitique, qui dépend évidemment de la conjoncture économique, de beaucoup d'éléments comme ça. Et Coca-Cola, c'est une valeur qui est beaucoup plus défensive, qui fonctionne en cas de pandémie, qui fonctionne du moins, qui n'est pas trop impactée par beaucoup d'éléments géopolitiques, économiques également.
Euh, donc évidemment, au long terme, probablement que vous gagnerez plus d'argent à investir dans des valeurs de croissance de la technologie que dans Coca-Cola. Néanmoins, dans le contexte actuel, vous ferez beaucoup plus rapidement et plus facilement de la valeur enfin, des plus-values tout simplement avec des sociétés telles que Coca-Cola par rapport à Nvidia par exemple et en plus avec une volatilité moindre par rapport au marché. Donc ça c'est juste un premier élément d'information. Encore une fois, c'est pas une recommandation d'achat, mais c'est simplement pour illustrer rapidement mon propos. Il y a, ne serait-ce que dans les marchés actions, si les marchés actions se portent dans l'ensemble relativement mal, c'est pas pour autant que vous ne trouverez pas des opportunités. Et on parle pas de faire des investissements risqués dans des toutes petites sociétés, etc. On parle de Coca-Cola, donc plusieurs centaines de milliards, si je ne me trompe pas, 311 milliards de dollars américains, donc c'est quand même une grosse société. Euh, c'est à peu près aussi gros que Hermès, par exemple, peut-être même un petit peu plus en Europe. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a dans tous les secteurs des sociétés qui sont meilleures que d'autres. Donc, par exemple, en l'occurrence, si on prend le secteur du luxe, j'aime beaucoup le secteur du luxe, mais c'est aussi le premier exemple qui me vient à l'esprit. Donc, on va prendre sur Euronext Paris la société Hermès comme à titre d'exemple, tout simplement. Et on va prendre également, on va prendre par exemple Kering, tout simplement, qui se porte un petit peu moins bien. Euh, donc là, ce que je vais illustrer dans cet exemple, c'est pas tant un focus sur le secteur du luxe en particulier, mais c'est de dire que dans un secteur, il y a souvent plusieurs acteurs. Donc par exemple, il y a Coca-Cola, PepsiCo et d'autres marques également très connues dans le secteur de la boisson non alcoolisée. Il y a également dans le secteur, par exemple, de l'automobile, beaucoup d'acteurs, donc Toyota, BMW, Audi, etc., même Porsche. Et dans le secteur du luxe, on a également plusieurs acteurs, donc LVMH, Kering, Hermès, etc. Donc là, on va en mettre quelques-uns en comparaison et je vais en venir tout simplement à la petite conclusion de ce bref comparatif. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cet exemple? C'est que on a plusieurs acteurs dans un même secteur d'activité, un secteur qui est pour le coup relativement impacté par les droits de douane, parce qu'il ne faut pas oublier que le luxe, c'est, si je me trompe pas, à peu près 25%, 20 ou 25% du chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc évidemment, les droits de douane, c'est pas forcément très très bon. Et pour autant, on a des sociétés, donc, ok, donc on a des sociétés pour autant. Donc là, rapidement, Zone Bourse, c'est un site d'analyse boursière, donc je vais rapidement dessus pour chercher des informations sur le profil de la société. Voilà, par exemple, pour Hermès, les États-Unis, ça représente, est-ce qu'on est en pourcentage? On n'a pas forcément. Donc, ok, les Amériques, donc essentiellement les États-Unis, par exemple pour Hermès, c'est 2,86 milliards en 2024 sur combien de chiffre d'affaires? 2,86 sur tout simplement à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires. Bon, c'est pas énorme, énorme, euh, mais ça représente quand même donc à peu près 3 sur 15, pas loin de 20% du chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc c'est quand même une dépendance aux États-Unis qui est assez contraignante. Donc évidemment là c'est un calcul à la volée bien sûr, hein, de 2,86, donc 3 milliards de chiffre d'affaires aux États-Unis sur 15 milliards, donc 3 quinzièmes, donc 20% à peu près un petit peu moins. Donc c'est à peu près pareil pour LVMH, c'est à peu près pareil pour Kering, pour Interparfums, pour beaucoup d'autres acteurs du secteur du luxe. Là l'idée c'est quoi tout simplement dans cet exemple? C'est de vous montrer l'impact, enfin l'importance également de cibler les meilleures sociétés d'un secteur d'activité donné. Parce que si j'avais pris l'exemple de Kering, bien sûr, ça aurait été beaucoup plus problématique parce qu'il y a aussi d'autres problématiques inhérentes à Kering qu'il n'y a pas avec Hermès, par exemple, ou même avec LVMH. Mais l'idée ici, c'est de mettre en perspective un élément crucial, c'est que généralement, dans un secteur d'activité donné, et même au sens large, les sociétés, et a fortiori si c'est la société du secteur concerné, euh, c'est beaucoup plus important, vous allez comprendre ce que je vais dire. Si on cible des sociétés qui ont des très belles marges et qui, a fortiori, ont les plus belles marges de leur secteur d'activité respectif, très vraisemblablement, vous avez en face de vous de très très belles sociétés qui ont beaucoup plus de capacité à amortir l'impact de droits de douane prohibitifs que leurs concurrents. Donc par exemple pour Hermès, donc, voilà un petit peu la petite conclusion par rapport à ce petit graphique du luxe. Pour Hermès, par exemple, on a des marges d'exploitation qui sont très très importantes. Alors où est-ce qu'on peut les trouver? Ça fait longtemps, ça fait, je pense, des mois, peut-être 6 mois que je suis pas allé sur Zone Bourse, donc on va faire ça en live. Voilà, on a des marges, alors EBT, donc ça a changé un peu, mais c'est Earning Before Taxes, donc les gains avant le taxe. Et EBIT, c'est les Earnings Before Interest and Taxes, donc avant les intérêts et les taxes. Donc les intérêts, c'est surtout pour les emprunts essentiellement. Donc là, on voit que par exemple que pour Hermès, on est à 40%, donc on est vraiment sur un havre de paix, 40% de marge d'EBITDA presque, même plus.
Donc ça, c'est avant dépréciation, amortissement, mais il n'a pas beaucoup. Donc voilà, marge d'exploitation pour, euh, pour dresser rapidement un tableau, on est à peu près à 40% grossièrement à vue. Donc c'est très très significatif. C'est probablement la société du secteur du luxe qui se porte le mieux. LVMH se porte très bien aussi, donc MC, donc Moët et Chandon. Par exemple, du côté de LVMH, on a quand même, alors je connais plus trop l'interface zone bourse, ça fait longtemps que je suis pas allé dessus. Il y aura de nouveau des vidéos de zone bourse prochainement. Donc LVMH par exemple, on est à 22-23%, donc c'est à peu près dans la moyenne sectorielle. Mais ce qui est bien important de comprendre à ce stade, c'est que potentiellement, si vous ciblez les meilleures sociétés d'un secteur donné, vous allez vous en sortir beaucoup mieux. Hermès, depuis le début de l'année, 1er janvier 2025, 2 janvier, parce que la bourse était fermée le 1er a priori, c'est 1,48% de gain versus 30% de perte pour Kering, 23% de perte pour LVMH. C'est vraiment colossal, c'est beaucoup, beaucoup moins attrayant que pour Hermès. Et évidemment, il y a un élément qui distingue Hermès de ses pairs, c'est la rentabilité qui est particulièrement importante. Et si vous ciblez en général des sociétés qui sont d'abord très rentables, mais également les plus rentables de leur secteur d'activité respectif, probablement, très vraisemblablement, vous allez vous en sortir beaucoup mieux face à ce contexte actuel de droits de douane et de guerre commerciale. Donc ça, c'est le deuxième élément à préciser. Et évidemment, il y a donc à nouveau, il vaut mieux avoir quelques sociétés en portefeuille que mais extraordinaire que beaucoup de sociétés ordinaires en portefeuille. Vraiment, il vaut mieux avoir que quelques sociétés, Hermès, Ferrari par exemple, Apple, etc. Plutôt que donc quelques sociétés vraiment très très spectaculaires, plutôt que beaucoup de sociétés ordinaires. Euh, voilà, c'est un conseil que je vous donne en général. Et bien entendu, dans ce contexte, évidemment, il y a une technique qui marche toujours. Alors ça, évidemment, il faut prendre en considération quelques éléments, mais je vous conseillerais très régulièrement, je pense. C'est pas un conseil d'investissement, encore une fois, mais néanmoins, c'est une recommandation dans le cadre tout simplement de, de, de cette vidéo. Si ça vous intéresse, bien sûr. Si, si vous souhaitez, bien sûr, tout simplement minimiser les risques liés à vos investissements au long terme et puis investir assez simplement d'une certaine manière, bien sûr, il existe encore une fois les ETF. Donc les ETF, des fonds indiciels qui permettent de répliquer des indices. Donc par exemple, alors il y a des fonds, il y a des ETF bien sûr, je pense que je vous apprends rien à nouveau, mais il y a des ETF qui sont indiciels, donc qui répliquent des indices comme le Standard Poor's 500 par exemple. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y a BlackRock, il y a Moody, il y a beaucoup de fournisseurs d'ETF. Donc l'avantage c'est que il suffit de DCA, donc c'est-à-dire investir toujours le même montant à périodicité constante dans l'ETF et puis vous allez suivre la performance du marché, investir un peu plus quand les marchés sont plus bas, un peu moins quand les marchés sont plus hauts, ça permet de juguler aussi les risques liés aux émotions de l'investisseur. Et puis bien entendu, il y a aussi des ETF qui sont sectoriels, par exemple, il y a des ETF ciblés sur le secteur technologique comme l'ETF Amundi MSCI World Information Tech, donc qui réplique l'indice tout simplement, MSCI World Information Tech, voilà, index. Précisons quand même, lorsqu'on investit en ETF, évidemment le but c'est de rechercher la diversification, de la simplicité aussi, et d'investir à long terme tout simplement sur un actif qui est pas trop volatile bien entendu, puisqu'il réplique la volatilité du marché. Donc c'est pas forcément beaucoup plus volatile que le S&P 500. Si vous avez un ETF Standard Poor's 500, vous allez répliquer la performance de Standard Poor's 500. Si vous avez un ETF sectoriel, donc il y a des indices, pas que le Standard Poor's 500, il y a beaucoup des indices, y compris des indices sectoriels. Vous allez répliquer la même performance que les indices sectoriels, ainsi que répliquer leur volatilité. Donc, évidemment, les ETF sont également une très bonne solution. À nouveau, si on part du contexte macro, potentiellement, vous allez avoir plus d'intérêt à investir, par exemple, dans l'or actuellement. Maintenant, si on reste sur une approche assez microéconomique et si on reste vraiment centralisé sur les marchés actions, vous allez pouvoir d'abord, premièrement, cibler les sociétés qui ont les meilleures marges, les meilleures marges également de leur secteur d'activité respectif. Hermès, c'est un très bon exemple. Ferrari, c'est un excellent exemple également à mi-chemin entre le luxe et l'automobile. Il y a beaucoup de sociétés comme ça, Apple, Microsoft et bien d'autres, même si elles sont un petit peu plus cycliques que d'autres sociétés. À nouveau, la stratégie de cibler des valeurs contracycliques, Coca-Cola par exemple, c'est aussi une très bonne solution. Mais le but, c'est pas non plus de faire trop d'arbitrage en portefeuille. Et bien entendu, troisième option, qui peut tout simplement se cumuler aux autres, c'est de cibler d'investir dans ce contexte, dans ce que vous connaissez, donc du moins sur des fonds très diversifiés, donc des ETF S&P 500, ce genre d'actifs tout simplement. Euh, donc pour terminer rapidement, très rapidement, faut bien. Alors, quelle est l'issue de la guerre commerciale actuelle? Donc là, du coup, c'est vraiment la conclusion de la vidéo. Donc, quelle est l'issue
potentielles par rapport à la situation économique actuelle, quelles sont les issues potentielles. Donc il y a vraiment deux issues qui se dessinent. Ça fait beaucoup de S sur une même phrase, mais il y a deux issues qui se profilent, disons. La première, c'est d'abord un maintien de la guerre commerciale, donc potentiellement, donc ça signifie une chose très simple. Un maintien de la guerre commerciale, ça signifie beaucoup moins de libre-échange, ça signifie également alors du coup des taxes, comme des impôts de production, des taxes supplémentaires sur tous les produits importés. Évidemment, à la fin, ça signifie surtout que tous les consommateurs vont payer plus cher. Alors, en particulier aux États-Unis, mais finalement, la guerre commerciale va impacter un petit peu toutes les économies. Donc, ça, c'est la première issue possible. Donc, la moins favorable, bien entendu, parce que, in fine, ça signifie aussi une récession potentiellement. Donc, c'est vraiment ça à la fin. Alors, évidemment, les prix vont baisser de manière ultimement, disons, mais malheureusement, c'est simplement parce que, bien sûr, il y a une récession. Il ne faut pas qu'elle se prolonge trop longtemps, bien sûr, pour éviter le scénario de 1929. Mais en tout cas, le, la vraie problématique de cette guerre commerciale, c'est que si elle est maintenue, évidemment, ça aura des réelles répercussions très néfastes sur l'économie réelle. Donc, voilà, ça mettra évidemment les États-Unis en récession, mais pas que, bien sûr, d'autres économies vont en pâtir lourdement. Donc ça, c'est la première issue possible. Alors, elle n'est pas forcément extrêmement vraisemblable, du moins pas sur plusieurs années, parce qu'à nouveau, ça, ça aura beaucoup trop d'impact sur les marchés, sur l'emploi, sur l'économie, sur beaucoup d'éléments. Euh, et voilà, ça légitimera bien entendu, très vraisemblablement, un revirement de situation. Donc, mais néanmoins, c'est bien de le souligner, la deuxième issue possible, c'est un abandon des fameux tariffs, donc les fameux droits de douane aux États-Unis. Donc un abandon des tarifs, ça signifierait tout simplement un rebond des marchés actions, parce que, du moins un véritable abandon, parce que à nouveau c'est une politique, la politique américaine, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes à court terme, très court terme, mais enfin en tout cas, s'il y a un réel abandon prolongé hein, quand même sur cette politique commerciale très désastreuse, donc des tarifs, des droits de douane, les marchés vont de nouveau se porter très très bien. Euh, il y aura bien sûr un impact positif, le cas échéant, sur les marchés actions. À nouveau, c'est quand même ce qui est le plus vraisemblable, du moins à moyen terme. Donc rappelez-vous, en 2018, ça va durer à peu près 6 mois, retenez entre 6 mois et 1 an, 15% de perte. Là, on est à peu près à 15% de perte par rapport au plus haut, et ça fait que quelques semaines. Donc attention, pas de précipitation, il n'y a aucune raison de se précipiter, de s'affoler, ça peut encore durer, mais ça pourra probablement durer que quelques mois seulement, a priori. Bien sûr, j'en ai aucune idée, mais bien entendu, ça a peu de raisons de durer des années, parce que bien sûr, ça signifierait une profonde récession aux États-Unis, mais pas que, ce serait problématique pour beaucoup d'économies partout au monde, et les États-Unis seraient paradoxalement probablement les premiers touchés et les plus fortement touchés néanmoins. Donc probablement ça pourrait durer pendant quelques mois, mais pas forcément beaucoup plus. Et faut pas oublier que toutes les plus grosses sociétés, alors même si elles sont aux États-Unis, peu importe, toutes les plus grosses sociétés du monde ont besoin d'un marché beaucoup plus grand que les États-Unis, parce que bien sûr, cette politique commerciale désastreuse, c'est voué à protéger avant tout les intérêts américains, les sociétés US, mais bien sûr, ce qui compte, c'est le volume de chiffre d'affaires, le business, etc. Et bien sûr, toutes les grosses sociétés de la planète sont particulièrement mondialisées. Apple a besoin de clients partout au monde, les 300 millions et quelques d'Américains, ça suffira jamais, bien entendu. Microsoft, c'est pareil, même Nvidia. Donc, évidemment, toute cette politique très protectionniste aura rapidement des impacts très négatifs. Donc voilà, pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, pas trop indigeste. Voilà, donc retenez deux choses. Rapidement sur le plan de la vidéo, donc la première partie, c'est le contexte actuel. Donc on est sur le tout début, entre guillemets, d'une guerre commerciale qui pourrait durer encore quelques mois. Donc, à nouveau, faut pas paniquer, bien entendu, mais il faut pas non plus s'impatienter. Et bien sûr, en conclusion, que faire dans cette situation? Donc, on a vu plusieurs éléments. D'abord, il y a plusieurs classes d'actifs qui existent, qui coexistent. Donc, on peut également investir dans d'autres classes d'actifs comme l'or, etc. Donc, j'ai pris l'or à titre d'exemple. Il y en a bien d'autres, des classes d'actifs, bien entendu. Donc, ça, c'est si on se diversifie sur d'autres classes d'actifs. Si on reste sur la classe d'actifs, les marchés actions, il y a également beaucoup de possibilités. On peut cibler des valeurs contracycliques, on peut cibler des ETF, on peut cibler les sociétés les plus rentables d'un secteur d'activité donné. Il y a plusieurs stratégies. Souvent, elles coexistent et elles sont bien. C'est tout à fait raisonnable de les combiner. Donc, avoir des ETF, avoir de très très belles actions de qualité comme Hermès, Ferrari, ce genre de sociétés, Air Liquide, etc. Et puis, bien sûr, avoir des sociétés de qualité et contracycliques comme Coca-Cola, par exemple. Tout ça, ce sont bien sûr que des exemples. Il n'y a pas de recommandation d'achat à ce stade, mais c'est simplement à titre pédagogique pour illustrer les propos. Donc, écoutez, sur ce, ben, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Commentez si vous avez des commentaires en particulier. J'en ai beaucoup encore à lire, à rattraper. Je ferai mon mieux rapidement pour reprendre les principaux commentaires. Je vous remercie à tous pour ça d'ailleurs. Et
Je vais faire en sorte d'en lire le plus possible prochainement. Si vous avez bien sûr un autre avis sur la carte commerciale aux US, des solutions d'investissement diverses et variées additionnelles à celles que j'ai expliquées, n'hésitez pas à dire ça en commentaire, je serais très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.